Bonsoir Bouba, notre invité de ce soir s'appelle Eric Tistouné. Il est le chef du service du Conseil des droits de l'homme et à ce titre conseiller du haut-commissaire aux droits de l'homme de l'ONU, basé à Genève en Suisse. Bonsoir Monsieur Tistouné. Bonsoir à vous. Vous êtes au Sénégal pour participer en tant qu'expert à la session annuelle de formation en droit international comparé des droits de l'homme. Vous avez animé la conférence inaugurale de la session dont le thème de cette année est terrorisme et droits de l'homme. Quelle est l'interrelation entre les deux? D'abord, je voulais préciser que ceci a été organisé à l'invitation de la Fondation Friedrich Naumann et la Fondation René Cassin avec le soutien du Haut-Commissariat. Pourquoi ce sujet? Tout simplement parce que réunir une centaine de participants de toute la région, des activistes, des magistrats, des avocats, pour parler d'une question qui est probablement l'une des plus importantes du moment. Quelle est l'interrelation entre ce que nous vivons et subissons et cette notion fondamentale des droits de l'homme pour essayer de remédier et rectifier peut-être une mauvaise perception des gens et une mauvaise présentation par un certain nombre de groupes de personnes. Et c'est quoi cette interrelation? Cette interrelation, c'est peut-être une mauvaise question qui est posée, qui est de dire sécurité ou terrorisme. Et alors même que la question devrait être sécurité et droits de l'homme contre le terrorisme. Sécurité et droits de l'homme sont deux éléments qui sont interconnectés et qui doivent être utilisés ensemble. Et malheureusement, comme l'a dit le haut-commissaire Zaïd, souvent les populistes, les xénophobes, tous ceux qui essayent d'avancer leur vision extrêmement négative et conservatrice des droits de l'homme, essayent d'opposer l'un et l'autre. Les droits de l'homme apportent des solutions. La sécurité est quelque chose de fondamental et il est essentiel de mettre les deux ensemble et de ne pas les opposer. Trop souvent, on les oppose et c'est quelque chose qui est au détriment fondamental des droits des citoyens, mais non seulement des citoyens, mais de la population civile, des gens qui gouvernent, des magistrats et tous les gens qui essayent de faire en sorte que, en termes de terrorisme international, nous soyons en mesure d'apporter les bonnes réponses aux bonnes questions. D'où cette équation difficile à résoudre, parce que le terrorisme peut amener à la violation des droits de l'homme parce que généralement c'est des personnes civiles innocentes qui sont victimes, mais le combat contre le terrorisme aussi peut donner lieu à la violation des droits de l'homme. Comment concilier les deux? C'est très exactement cela. Vous avez les droits de l'homme sont très souvent perçus comme étant presque l'empêcheur de tourner en rond. Oui. Alors même que c'est l'inverse. Les droits de l'homme, ce sont les solutions. Les droits de l'homme fournissent au gouvernement la possibilité, s'il le souhaite, de pouvoir mettre en parenthèse, sous certaines conditions, un certain nombre de droits. Ils le font au titre des textes qu'ils ont acceptés et simplement, ils ne peuvent pas aller au-delà de certaines limites. Ils ne peuvent pas, par exemple, torturer. Ils ne peuvent pas, par exemple, déroger au droit à la vie. S'agissant du droit à un procès équitable, ils ne peuvent pas faire marche arrière et adopter des lois rétroactives à moins qu'elles soient positives. Donc, les droits de l'homme permettent de donner une flexibilité, une souplesse au gouvernement. Cependant, de par peut-être la pression de certains mouvements et de par l'immédiateté, les gens qui ont envie de solutions immédiates, on va au-delà de ce qui devrait être autorisé. Et on arrive, dans les 15 dernières années, mais la pression s'accroît, on arrive à ce que des mesures extrêmement drastiques soient prises, tout en disant que, ma foi, c'est quelque chose de nécessaire pour protéger les citoyens et les droits de l'homme, c'est quelque chose de secondaire. La vision doit être, au contraire, une vision de synergie, une vision de complémentarité et de montrer que les droits de l'homme permettent des choses, mais protègent les droits intrinsèques des citoyens et aussi des personnes qui ne sont pas citoyennes, des réfugiés qui arrivent en ce moment en Europe, de faire en sorte que chacun puisse bénéficier de ses droits et de ne pas confondre le petit dixième de % de gens qui sont malheureusement impliqués dans ces actes de terrorisme avec l'immense majorité des gens qui fuient les combats, qui veulent se protéger, qui veulent bénéficier de leurs droits. Allier efficacité de la lutte contre le terrorisme, mais aussi nécessité absolue de protéger les droits de l'homme. Est-ce que c'est ça qui explique votre démarche inclusive, parce que vous avez parlé de magistrats, vous avez parlé d'avocats, certainement des forces de sécurité et de défense aussi, qui doivent être associées à cette démarche, non? Pour que finalement, tous, tout en luttant contre le terrorisme, soient aussi sensibles aux droits de l'homme. Mais bien sûr, et ce qui m'encourage, c'est de voir que très souvent, des gens, y compris
dans les forces de sécurité et autres, sont très sensibles au langage droits de l'homme, mais que peut-être par le poids de plus en plus pressant d'une forme de l'opinion publique qui interprète les faits de manière extrême, de par une force, je dirais, la volonté populiste de certains, on arrive à vouloir mettre les deux en opposition. Alors qu'en réalité, les deux vont ensemble, marchent ensemble. Lorsqu'on veut protéger le droit intrinsèque à la liberté d'expression, eh bien ce droit intrinsèque à la liberté d'expression bénéficie à tout le monde. Lorsqu'on fait en sorte que les groupes vulnérables, les plus vulnérables, soient protégés, bénéficient d'un accompagnement, puissent bénéficier de ces droits-là, eh bien vous êtes en train de bâtir la société de demain. Si au contraire vous les rejetez, si vous les cantonnez dans une ostracisation, si vous les marginalisez, vous ne faites que le lit de ceux qui souhaitent à terme détruire nos sociétés, quelles qu'elles soient, nos démocraties, les droits de l'homme et la sécurité. Donc les deux vont ensemble. C'est cette question-là qui malheureusement est très mal perçue et souvent très mal présentée. Et quelle est la position officielle, mais vraiment, du Haut Commissariat des droits de l'homme de l'ONU sur la question terroriste aujourd'hui dans le monde? Le droit. Le droit, le droit, le droit. C'est-à-dire, le système international des droits de l'homme n'est pas une invention d'activistes que dans chaque coin des pays soulèvent des pancartes et s'amusent à appeler les gens à manifester pour un rien. Non, les droits de l'homme, c'est quelque chose d'extrêmement sérieux qui s'est bâti sur des décennies et des décennies de fonctionnement sur la base de magistrats prestigieux, d'hommes politiques engagés, qui ont construit un dispositif qui est considérable. Parlant de magistrats en Afrique, en Afrique, ce n'est pas évident. Mais on n'a pas forcément de magistrats spécialisés, de magistrats antiterroristes, ou bien est-ce que la situation a changé? Monsieur, un de mes l'image que je me fais des droits de l'homme, c'est d'un de vos compatriotes, Monsieur Bakr Ndiaye, a été le rapporteur spécial des Nations Unies sur la question du Rwanda. Il a été 1 an avant le génocide rwandais, il a été appelé, la communauté internationale, à une réaction. Malheureusement, il a prêché dans le désert. Ce sont des personnes comme cela dont nous avons besoin. Nous avons besoin partout et en tout lieu, d'où cette formation, de gens qui puissent venir et dire « Attention, les droits de l'homme, c'est votre sécurité. La sécurité, c'est les droits de l'homme. Il faut naturellement aborder des mesures que vous devez prendre pour éviter qu'il y ait des excès, mais vous devez les protéger, les gens les plus vulnérables. Et au-delà de ça, il ne faut pas mélanger cause et effet. Souvent on pense, eh bien l'effet c'est ce que l'on voit tous les jours, le démembrement de nos sociétés, ces attaques, le fondement de nos sociétés qui sont érodées, mais si nous travaillons dans tous les domaines des droits de l'homme, mais aussi les droits économiques, sociaux, culturels, puisque les uns et les autres ne s'opposent pas, à faire en sorte que l'extrême pauvreté soit contrée, eh bien nous arrivons à instaurer des sociétés plus justes, et au lieu d'avoir un cercle vicieux qui nous enfonce dans ce qui est en ce moment la tendance actuelle, nous aurons un cercle vertueux. Monsieur Manuel Valls, plutôt Premier ministre de France, est à Dakar. Il sera certainement beaucoup interpellé sur la question des droits de l'homme, la lutte contre le terrorisme, parce que vous avez certainement suivi ce débat autour du Burkini en France, le Conseil d'État qui estime que les autorités françaises n'ont pas respecté le droit. Finalement, comment vous avez suivi tout ce débat et la décision qui en est sortie? Je crois que la réaction du Haut Commissariat a été celle que j'ai mentionnée tout à l'heure. Pour nous, lorsqu'une équation est très complexe, celle que vous avez mentionnée tout à l'heure, l'équation du terrorisme, si elle était simple, je crois qu'on aurait trouvé une solution simple il y a bien longtemps. Comme c'est une équation extrêmement compliquée, il faut en revenir au fondement, aux bases même de nos sociétés. Et quelle est la base de notre société, de notre démocratie? Le droit. Le pouvoir législatif, et le respect à la différence. Le respect à la différence, oui. Et le pouvoir qui est celui des magistrats, celui des tribunaux. Le Conseil d'État a rendu une décision, eh bien je crois qu'il faut la suivre. C'est ce qu'a dit le porte-parole du Haut-Commissaire. Il faut absolument respecter dans nos sociétés qui ont 3 catégories de pouvoir, législatif, exécutif et législatif, eh bien le pouvoir judiciaire est celui qui est là pour nous rappeler de la force du droit. Et s'il a rendu un avis, force est de rendre un caractère exécutif à cet avis. Un avis qui devrait faire jurisprudence. Qui doit faire jurisprudence, oui. Un avis qui doit être aussi, qui doit nous rappeler aussi quelque chose que parfois dans nos sociétés Internet on oublie. Il y a le court terme, il y a le long terme.
Le court terme, c'est réagir immédiatement à une équation compliquée dont on ne dispose pas de tous les éléments. Le long terme, c'est d'essayer de travailler dans le droit, dans le respect des uns et des autres, dans la mise en œuvre de conditions qui permettent de soutenir les groupes les plus vulnérables, de faire en sorte que ceux-ci puissent justement être associés à la communauté nationale, citoyens ou pas, réfugiés ou pas, de telle manière qu'ensemble, on puisse surmonter les difficultés du moment. Comment se présente la situation en Afrique sous le prisme de la lutte contre le terrorisme, la situation des droits de l'homme en Afrique? L'Afrique est un continent qui a été, et là je trouve, et je regrette beaucoup, que lorsque l'on parle d'attentats, lorsque l'on parle d'atteinte à la sécurité des gens, lorsqu'il s'agit d'attentats qui ont lieu sur les continents européens ou nord-américains, les médias, de par la force des choses, en parlent beaucoup. Lorsqu'il s'agit de l'Afrique, oui, trop souvent on les oublie. Oui. Et ça, je crois que c'est une erreur monumentale. C'est une erreur catastrophique parce que, eh bien, une victime, où qu'elle se trouve, est une victime. Vous interpellez il faut l'accompagner. Et là, j'interpelle malheureusement les dérives d'une société pour laquelle le court terme est devenu le long terme. Pour moi, le court terme doit rester le court terme et il faut avoir une vision à long terme. Et le continent africain qui a été si profondément affecté, je suis admiratif de voir qu'il y a tellement de voix, tellement de magistrats. Nous avons commencé ces propos avec cette session de formation de cet institut Naumann et de l'Institut René Cassin. Eh bien, j'ai vu 100 personnes venant d'horizons tout à fait divers, d'une quinzaine ou vingtaine de pays, qui viennent et dont le langage est un langage par définition équilibré, engagé et juste. Et ce sont ces gens-là qui forment l'avenir de ce que sera la protection des droits de l'homme et de la sécurité dans une situation où malheureusement le terrorisme international va nous accompagner à notre dépens pendant de longues années. La voix des Africains, c'est de dire aussi plus de justice dans la justice internationale, que les auteurs de violations des droits de l'homme qui peuvent être jugés par la justice internationale ne soient pas seulement que des Africains. On a vu des chefs d'État en exercice ou d'anciens chefs d'État africains jugés par la justice internationale. Quid des autres occidentaux, européens, américains et autres? Vous avez justement une énorme capacité à donner des leçons au restant du monde. Évidemment, il y a, de par la force de l'histoire, une tendance à ce qu'une partie du monde veuille donner des leçons à l'autre partie du monde. Je crois qu'en réalité, personne ne doit donner de leçons à qui que ce soit. Oui. Par contre, vous avez par exemple ce festival qui a lieu cette semaine, qui est en parallèle avec ce que font les deux fondations que j'ai mentionnées, qui parlent du festival des droits de l'homme, je ne sais pas exactement l'intitulé exact, et vous avez des personnes qui ont des messages extraordinaires à apporter sur ce qui a été fait ici, au Sénégal, sur ce qui a été fait ailleurs. Et je crois, c'est une chose que je tire d'un réalisateur qui a parlé hier soir lors d'une cérémonie, il faut écouter les victimes. Trop souvent, on écoute les représentants des victimes, les avocats des victimes, on écoute les ONG, des gens comme moi, horribles bureaucrates. Mais je crois qu'il faut se concentrer sur les voix des victimes. Et très souvent, des victimes, on entend la compassion, le désir de justice, le désir de mise en œuvre des droits économiques, socio-culturels, civils et politiques, et d'avoir une société juste. Mais que tous soient passibles de la justice internationale. Tous. Vous êtes bien d'accord? Tout le monde doit être passible de cette justice internationale. J'ai dit tout à l'heure, en réponse à l'une de vos questions, quelle était ma réponse à une équation compliquée. J'ai dit le droit, le droit, le droit. Dernière question, vous travaillez sur la réforme du système onusien en matière de protection des droits de l'homme dans un contexte mondial de terrorisme. Quelle devrait être la réforme majeure? La réforme majeure, c'est de nous rapprocher des gens. Je crois que notre système est un bon système, il fonctionne bien, mais c'est un fonctionnement qui est peut-être réservé à ceux qui ont une lecture sophistiquée des choses, qui ont navigué dans un système tel que le mien pendant des années. Vous avez gentiment dit que j'œuvre dans ce système depuis 30 ans, mais je crois qu'il est essentiel de nous rapprocher de là où les droits de l'homme sont vécus, là où ils sont violés, là où ils sont remédiés, essayer d'apprendre là où nous devons apprendre lorsqu'il y a des bonnes pratiques, et aussi apporter des enseignements là où il y a des défaillances. Donc nous devons nous diriger
vers le terrain, qu'il s'agisse de l'Afrique, du continent asiatique, de l'Amérique latine, des expériences en Europe et ailleurs, et de nous rapprocher des gens, parce que sinon, nous laissons entièrement le langage à ces populistes qui utilisent à des fins purement démagogiques une expression tout à fait fausse des faits, une expression tout à fait fausse des droits de l'homme, et malheureusement porte atteinte au fondement de nos sociétés. Donc nous devons aller plus près des citoyens, et c'est ce que fait le haut-commissaire Zaïd en disant allons sur les régions, allons dans les terrains, et par exemple renforcer en bureau tel que le bureau régional des droits de l'homme du haut-commissariat. Je suis peut-être un peu trop utopiste ou idéaliste, arriver à un monde, à une société où l'homme ne va plus être un loup pour l'homme. Vous n'êtes pas utopiste, Oui. Vous êtes, je pense, réaliste. L'homme ne doit pas être un loup pour l'homme, mais l'homme ne l'est pas. Oui. Parce que, promenez-vous, allez ici à Dakar, allez à Tombouctou, allez au Paraguay, et ce que vous voyez avant tout, c'est une humanité qui marche, et une humanité qui espère, et une humanité qui veut aller de l'avant. C'est ça le message d'espoir. Et ce message de l'espoir, où le trouvez-vous? Dans la sécurité ou dans les droits de l'homme? Vous le trouvez dans le droit de l'homme. Merci. Merci Eric Tissouné, chef du service du Conseil des droits de l'homme. Il est conseiller du haut-commissaire aux droits de l'homme de l'ONU à Genève, en Suisse. Et puis je vous recommande ce petit ouvrage très pratique, édité par le Comité sénégalais des droits de l'homme, avec comme titre « Exploitation minière et droits de l'homme au Sénégal », sujet d'actualité. Bouba, merci. Excellent week-end, excellente soirée.